Retour sur une semaine politique en France, c'est tout de suite dans notre grand angle politique du dimanche. Une semaine politique en France marquée par les débats houleux à l'Assemblée nationale. Le 49-3 et la motion de censure étaient également de sortie par l'interview télévisée d'Emmanuel Macron. Également, elle a été marquée cette semaine ou encore par la sortie très remarquée de l'ancienne ministre Agnès Buzyn. Voilà pour les grands thèmes. Alors avec nous pour en parler ce soir, Richard Verly, correspondant du journal Le Temps à Paris. Merci beaucoup. Merci. Et je suis maintenant avec Blick, le journal suisse, et non plus avec Le Temps. Et ben voilà, le journal Blick, comme ça on a mis les choses à jour. Voilà, c'était votre ancienne vie, votre ancien CV. Donc le journal Blick maintenant. Quelle séquence vous retenez de cette semaine, Richard Verly? La poursuite des grèves chez Total, parce que je trouve, enfin dans les raffineries, disons, parce que là il y a eu quand même quelque chose dont on a peu parlé. On a l'impression que les médias l'ont oublié, mais je peux vous dire que faisant partie des gens qui circulent motorisés dans Paris, on l'a tous senti, on a tous fait la queue dans les stations d'essence. Et pour un week-end du 1er novembre, je trouve que c'est quand même infligé à la population, en tout cas à la population des grandes villes, une peine un peu redoutable. Alors ça, c'est pour le chapitre, on va dire, social, effectivement, de cette semaine. Il y a aussi une autre image, c'est Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, à l'Assemblée, qui s'est fait remarquer également. Oui, absolument. Mais je crois que le gouvernement est dans l'ensemble sous tension avec cette histoire. On a l'impression depuis le début, de toute manière, de ces manifestations, que le gouvernement est plutôt à la traîne, qu'il n'arrive pas au fond, à dominer ce mouvement social, alors que quand on regarde les effectifs dans les manifestations, il y a plutôt peu de manifestants. Donc ça semble dire que les Français, dans leur majorité, sont plus calmes qu'on ne le pense, mais il y a une ébullition sociale que le gouvernement ne parvient pas à contrôler. Et viennent nous rejoindre en plateau également Eva Morletto, correspondante de Grazia en Italie. Bonsoir Eva, même question que pour Richard Verly. La séquence que vous avez retenue cette semaine, elle concerne Agnès Buzyn ? Elle concerne Agnès Buzyn et Jean-Christophe Combe, également. Donc, si on peut parler des deux. Sur ce qui se concerne Jean-Christophe Combe, j'étais très marquée dans le sens que les accusations dont il fait l'objet, c'est-à-dire d'avoir une vision déconnectée, finalement, c'est plutôt un fait concret, dans le sens qu'on a vu dans cet affichage une ignorance totale de ce qui est un salaire d'une assistante maternelle, donc qui incarne un peu cette France d'en bas que le macronisme ne veut pas voir. On a vu carrément qu'il y avait une vérité, une sorte de preuve qui maintenant est dans les mains de l'opposition pour dire finalement vous êtes déconnecté de la réalité. Je sais que vous hésitiez avec la séquence d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui a tiré à boulet rouge sur le gouvernement d'Emmanuel Macron. Exactement, et là il a tiré à boulet rouge, et moi ce que je retiens c'est que si on prend son journal, effectivement, et là il paraît que, je veux dire, il y a des SMS qui ont été déposés à la Cour de justice, donc il y a des preuves concrètes, c'est pas juste sa parole contre celle des autres. Et finalement, ça devrait pas être la seule qui est sur le banc des accusés. Ouais, parce que je rappelle qu'elle a dit qu'elle avait prévenu à l'époque de la crise du Covid et qu'elle n'avait pas été prise au sérieux, effectivement, quand elle l'avait annoncé. Autre grand fait politique de la semaine, ce sont les travaux à l'Assemblée nationale et l'utilisation de nouveau du 49.3 de la part du gouvernement pour faire passer ces textes. C'était nécessaire, selon vous, Richard Verly, de la part du gouvernement, pour avancer ? Ce qui est certain, c'est que le gouvernement n'a pas, de toute manière, la majorité pour faire passer le budget. Donc les 49.3 que l'on voit en ce moment sont les 49.3 sur la loi budgétaire. Et là, le gouvernement a la possibilité d'en utiliser autant qu'il veut. Ça sera beaucoup plus compliqué pour les textes de réforme suivants, parce qu'il n'y aura droit qu'à un 49.3 par session parlementaire. Je crois que c'était attendu. On voit bien que ça bouge aujourd'hui du côté des Républicains, du côté de la droite, qui est un peu le pivot d'une possible majorité pour le gouvernement. Mais pour l'instant, on a un gouvernement qui n'y arrive pas tout seul, et on a une opposition qui essaye de le pousser le dos au mur. Eva Morletto. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a quand même des stratagèmes pour faire passer, parce que justement, le 49.3 sur les lois de finances, sur les lois de financement de la sécurité sociale, ça pourrait être à l'infini. Et là, il y a d'autres réformes, comme dit Richard, qui ne pourraient pas. Sauf que si, par exemple, il met la réforme des retraites à l'intérieur d'un paquet toujours lié aux finances, du coup, ça ne sera pas la dernière fois qu'ils peuvent l'utiliser dans un contexte qui n'est pas lié aux lois de finances. Et donc, on pourrait avoir d'autres exemples aussi de 49.3 répétés avec ce stratagème de le mettre dans un paquet qui concerne un peu ce milieu dont il peut se répéter à l'infini. Et un mot rapide, selon un sondage, 63% des Français estiment que le gouvernement
a tort de recourir au 49.3. Il faut qu'il fasse attention, éventuellement, par rapport à l'opinion publique. Alors, il faut aussi écouter un peu l'opposition, dans le sens que ça semble un peu un défi à la démocratie, parce que finalement, comme il dénonce aussi l'opposition, il y a beaucoup d'amendements qui n'ont pas été respectés. Apparemment, l'opposition a pu lire juste un certain nombre d'articles, et finalement, c'est un peu je veux dire, comme les Français ont probablement l'impression qu'on veut clouer les becs à l'opposition et faire un passage en force de loi, comme à l'époque où à l'Assemblée, il y avait une majorité. Conséquence un petit peu de tout cela cette semaine, c'est la motion de censure contre le gouvernement déposée par la NUPES, on en a beaucoup parlé, votée contre toute attente par les députés du Rassemblement national. Richard Verly, coup de billard à 3 bandes pour Marine Le Pen, c'est un très beau coup politique de sa part? C'est un coup politique qu'elle va payer quand même, parce que elle a démontré, Marine Le Pen, qu'elle était prête, je dirais, à aller très loin dans sa conquête du pouvoir, très loin, c'est-à-dire à s'allier avec la gauche radicale, mais immédiatement, vous avez vu les contre-coups qui sont venus de partout. Emmanuel Macron qui a dit il n'y a pas de majorité alternative dans ce pays, et Marine Le Pen est en train de prouver que, en gros, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il n'y a pas de différence. D'autre part, vous avez au sein de la France insoumise quand même pas mal de députés qui regrettent que les gens du Rassemblement national aient voté ce texte. Donc je ne suis pas sûr que pour elle ce soit une victoire. Elle a montré qu'elle pouvait être la chef d'une majorité anti-Macron, mais cette majorité, là, Emmanuel Macron a raison, elle n'existe pas. En tout cas, Emmanuel Macron était très très en colère après cette alliance, on va dire, dans la motion de censure entre NUPES et RN. Écoutez. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi ? Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Emmanuel Macron en colère, et Jean-Luc Mélenchon lui a répondu. Il y a un antiparlementarisme qui finit par être dangereux. Une Assemblée nationale discute. Que les gens polémiquent, c'est dans l'ordre des choses. C'est fait pour ça. Ça s'appelle Parlement. Absolument. Donc on parle, il y a une opposition, il y a une majorité, on vote. Et non, les gens ne sont pas fatigués. Pardon, les gens n'ont pas à être fatigués. C'est la démocratie. Vous voulez quoi? Une dictature? Vous voulez qu'on obéisse au président de la République? Bien sûr que non, vous ne le voulez pas. Mélenchon. Merci beaucoup. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, nous sommes prêts à gouverner et à changer la vie des gens radicalement. Merci. Je ne sais pas s'il a été convaincant, mais en tout cas, il était énervé, Jean-Luc Mélenchon. Eva Morletto, passe d'armes entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sur plateau interposé. Oui, c'est une des séquences de la semaine aussi? Oui, tout à fait. Mais ce qui oublie peut-être le président Macron, que ça fait longtemps quand même que la politique n'est pas guidée par l'idéologie, mais guidée par un pragmatisme. Ça, on l'observe en Italie, on l'observe en France aujourd'hui. Donc, on voit bien que cette alliance, le fait que l'RN a rejoint dans cette motion de censure la NUPES, on peut s'interroger sur ça. Mais finalement, quand on voit aujourd'hui, on a un panorama sur la France, sur la société française, on voit que la France d'en bas, donc si elle est un peu plus à droite, elle vote RN, et si elle est un peu plus à gauche, elle vote NUPES, et la France d'en haut, si elle est à droite, elle vote Républicain, et si elle est un peu plus à gauche, elle vote Macron. Donc du coup, ça fait ces deux, disons, plaques distinctes. Donc c'est pas si étrange que ça, que sur certaines mesures, il puisse avoir un accord, même s'il s'agit d'un accord purement stratégique, qui Marine Le Pen a fait aussi pour déstabiliser la gauche, qui a déjà des raisons pour être déstabilisée, mais qui voilà, le fait d'avoir aussi, en effet, ça met en doute son rôle, le fait d'être rejointe par les reines, bien évidemment. Richard Verly, il y a également une petite musique qui est dans l'air depuis quelques semaines, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que le gouvernement y pense de plus en plus? Ça pourrait être imminent? C'est risqué? Non, je ne crois pas que ce soit imminent. Le débat budgétaire va passer dans un premier temps. Ensuite, il y aura, parce que c'est ce qu'Emmanuel Macron a annoncé, les concertations sur la réforme des retraites. Il faut une situation de blocage pour qu'il décide de dissoudre. Il peut le faire, rappelons-le, à n'importe quel moment, mais dès qu'il l'aura fait, il aura grillé sa cartouche, si je puis dire, pendant un an, puisque l'Assemblée qui sera élue à l'issue de cette dissolution ne pourra plus être dissoute pendant un an. Donc il faudrait une situation de blocage. Pourquoi? Pour qu'elle permette au président de la République de prendre à témoin les Français et de dire « je n'avais pas d'autre choix ». C'est peut-être pas dans son intérêt également de le faire. Ce n'est dans son intérêt que s'il y a une chance pour lui de remporter cette majorité, parce qu'on sait que la dissolution, c'est une arme compliquée à manier. Rappelez-vous Jacques Chirac, qui l'avait fait en 1997 et qui s'était retrouvé avec Lionel Jospin au gouvernement. Effectivement.
effectivement, c'est toujours une option assez risquée. Pour terminer, je voulais venir sur un sondage qui est sorti ce dimanche, dans le journal du dimanche. Si on rejouait la dernière présidentielle, Marine Le Pen serait créditée de 30% au premier tour, plus 6,5 points. Emmanuel Macron stagnerait aux alentours de 29%. Et le second tour serait très serré, 53-47 en faveur de l'actuel président. Bon, on le sent, la séquence politique actuelle est quand même en faveur de la chef du file du RN. Plus 10,5. Ça me rappelle quelque chose, dans le sens que moi j'ai vu cette montée d'un populisme pragmatique venir en Italie avec après le succès de Giorgia Meloni. Je vois un peu la même chose arriver. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ces solutions à court terme. Prenons un exemple. Dans le discours de Macron, il y a eu ces discours sur l'indexation des salaires. Excusez-moi, je n'ai pas le mot. Et finalement, les Français, par exemple, sont favorables à 87% à cette mesure. On a raisonné au niveau économique en disant oui, mais si on augmente les salaires, ça va mettre un cercle vicieux dans la dynamique de l'inflation. Ce qui, beaucoup d'économistes disent que c'est vrai. Sauf que les Français seraient favorables, ça serait une mesure. Marine Le Pen est sûrement favorable à ça. Comme, par exemple, Giorgia Meloni, en ce moment, est en train de couper en Italie les taxations sur les salaires pour pouvoir les augmenter. Donc, à force de proposer ces genres de mesures à court terme, bien évidemment, on recueille la sympathie de la population. Mais dans le même sondage, Jean-Luc Mélenchon, lui, est en baisse. On voit donc que celle qui gagne des voix dans cette séquence actuelle, c'est Marine Le Pen. Ça vous étonne, Richard Verly ? Écoutez, c'est pas très étonnant parce qu'elle a eu une stratégie jusqu'à la décision de faire voter les députés du Rassemblement national à la motion de censure de la NUPES. Elle a eu une stratégie qui consiste au fond à être la plus sérieuse, si je puis dire, possible. Ces députés travaillent et donc les Français l'accréditent d'une forme de professionnalisation alors que longtemps on a mis en doute ses compétences. Cela dit, moi j'ai un problème avec ce type de sondage. Emmanuel Macron a été réélu en avril et on commence déjà à demander aux Français ce qu'il ferait à la prochaine élection. Franchement, ça tient pas debout. Là, c'est si l'élection avait lieu. Oui, d'accord, mais ça ne tient pas debout. Il a été élu, l'affaire est entendue et il a été élu pour 5 ans. Non, je dis ça parce que ça procède aussi d'une espèce de délégitimation permanente de l'élection. Et la deuxième chose, c'est qu'une élection, par définition, c'est une campagne, c'est un moment donné. Et ce n'est pas parce que vous avez dit que vous voterez Le Pen que, in fine, vous allez le faire. Donc là-dessus, je ne suivrai pas ce sondage. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Eh bon, on ne suivra pas ce sondage. Et merci beaucoup, en tout cas, pour l'analyse de cette semaine politique. À vous, Eva Morletto, et à vous également, Richard Verly, d'être venu donc, sur le plateau de TV5 Monde. Merci à tous les deux.